Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de très familier, je pense. Ce sentiment d'anxiété, cette impression d'être un peu dépassé par les événements. L'idée, c'est de cartographier ensemble les liens cachés, vous savez, entre toutes ces pressions modernes, pour essayer de voir le schéma d'ensemble, le plan invisible qui régit un peu nos vies. Ce trio de sensations, ça parle, n'est-ce pas? Cette impression constante d'avoir une dette, et pas seulement financière, ça peut être une dette morale ou même écologique. Et puis cette distraction permanente, on est tiré dans tous les sens par les notifs, les mails, et bien sûr ce sentiment que tout va trop vite, qu'on n'a jamais assez de temps. Eh bien voilà, le point de départ de toute notre réflexion, c'est justement ça. Ces angoisses, ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas non plus des échecs personnels, non. Ce sont en fait les symptômes d'une seule et même logique, une sorte d'écologie de la domination qui agit à plusieurs niveaux. Alors ce qu'on va faire, c'est explorer ensemble les trois grands piliers de ce système. Bon, on y va. Premier pilier, la logique de la dette. Et là, attention, on ne parle pas juste d'argent. La dette, c'est bien plus que ça. C'est en fait l'un des outils de contrôle les plus anciens et les plus efficaces de l'histoire. Il a été modernisé d'une manière assez redoutable. L'idée qui est absolument fascinante et qui a été explorée par des penseurs comme l'anthropologue David Graeber, c'est que la dette, à la base, elle n'est pas économique. Elle est morale. C'est ça la clé. Elle crée un rapport de pouvoir qui n'est pas équilibré, une obligation qui nous discipline. C'est un vrai mécanisme de, on pourrait dire, dressage psychique qui nous met dans une position où l'on se sent toujours un peu en faute. Et ce qui est fou, c'est que cette logique, elle s'applique vraiment à toutes les échelles. Prenez le niveau individuel, la dette, que ce soit un crédit, un prêt étudiant ou même cette fameuse dette écologique, ça génère une culpabilité qui nous rend plus dociles. Ensuite, au niveau de l'État, la dette publique, eh bien, elle transfère le pouvoir des parlements vers les marchés financiers. Résultat, la démocratie est en quelque sorte neutralisée. Et enfin, à l'échelle mondiale, c'est ce qui maintient une hiérarchie géopolitique, où le Sud global reste dans une dépendance structurelle. Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. La dette, c'est la grammaire cachée du pouvoir d'aujourd'hui. Mais attention, elle n'agit pas toute seule. Non, elle est alimentée par une force tout aussi puissante et qui va constituer notre deuxième pilier. Deuxième pilier donc, l'accélération. Pourquoi a-t-on l'impression que la vie va de plus en plus vite? Eh bien, ce n'est pas juste une impression, c'est une vraie logique systémique, c'est un moteur qui tourne à plein régime et qui a des conséquences vraiment profondes sur notre rapport au monde. Alors, pour bien comprendre ce phénomène, le sociologue Hartmut Rosa nous donne une grille de lecture super utile. Il y a d'abord, l'accélération technique. Ça, c'est l'évidence même avec nos smartphones, Internet, tout ça. Ensuite, il y a l'accélération sociale. Les modes de vie, les relations, les valeurs, tout change à une vitesse folle. Et enfin, ces deux premières accélérations, elles viennent nourrir la troisième, l'accélération de notre rythme de vie personnel. C'est là qu'on se sent obligé de faire toujours plus de choses en moins de temps parce qu'on est poussé par un système qui, lui, a besoin d'une croissance constante. Ok, mais alors quel est le prix à payer pour cette course effrénée? Hartmut Rosa a un concept vraiment puissant pour décrire ça, c'est la perte de résonance. La résonance, c'est quoi? C'est ce sentiment de connexion profonde avec le monde. Vous savez, quand une conversation, un paysage, une musique nous parle vraiment, eh bien l'accélération, elle détruit complètement cette possibilité. Elle nous aliène, elle nous transforme en spectateurs d'un flux d'informations qui nous traverse, mais sans plus vraiment nous toucher. On a donc la dette, l'accélération, et maintenant le troisième pilier. Celui qui vient lier les deux autres pour créer un écosystème de contrôle encore plus sophistiqué. Ici, on passe d'un pouvoir qu'on pouvait voir à un pouvoir qui est prédictif, silencieux et qui est complètement intégré à notre technologie de tous les jours. Pour bien saisir ce nouveau type de contrôle, il faut faire un petit détour par un certain Michel Foucault et son concept de biopouvoir. En gros, l'idée c'est que le pouvoir modèle, il ne cherche plus seulement à punir, à interdire, non. Il cherche à gérer la vie elle-même, la santé, les naissances, les comportements. C'est un pouvoir qui organise, qui norme, qui en fait produit des sujets. Eh bien aujourd'hui, ce biopouvoir, il a muté. La philosophe Antoinette Rouvroy parle de gouvernementalité algorithmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pouvoir ne passe plus par la loi, qui est un discours public qu'on peut débattre, contester. Non, maintenant, il passe par le code, par des algorithmes qui nous guident, nous orientent, nous poussent dans une direction, souvent sans même qu'on s'en rende compte. C'est un contrôle qui est préventif, automatisé et totalement silencieux. Et le moteur économique de tout ça, comment ça tourne? C'est ce que Shoshana Zuboff a brillamment appelé le capitalisme de surveillance. Chaque clic, chaque like, chaque trajet GPS est transformé en données. Et attention, pas seulement pour nous vendre des pubs. Le but principal, c'est de créer des modèles qui prédisent nos comportements pour mieux les influencer. En fait, nos propres expériences de vie deviennent la matière première d'un gigantesque nouveau marché. Bon. Face à ce tableau, qui est quand même assez sombre d'une domination en réseau, la question c'est que faire? Si le problème est un système complexe,
interconnectée, alors une action unique, frontale, a toutes les chances d'échouer. La résistance, elle aussi, doit donc changer de forme, devenir plus intelligente. Et face à ça, l'image d'une résistance rhizomatique est particulièrement parlante. Pensez au gingembre ou au bambou. Un rhizome, c'est une tige souterraine qui pousse à l'horizontale et qui crée de nouvelles pousses un peu partout, sans centre. La résistance rhizomatique, c'est exactement ça. Un ensemble d'actions locales, petites, décentralisées, mais connectées entre elles qui finissent par créer des fissures cumulatives dans le système. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, ça peut vouloir dire refuser le discours de la culpabilité individuelle face à la dette, par exemple. C'est aussi désactiver cette sensation d'urgence permanente qui nous pousse à accepter n'importe quoi. C'est créer des alternatives locales, des espaces plus autonomes. Et puis, comme le suggère Rosa, ralentir. Ralentir devient un acte politique, un acte radical. En fait, chaque action qui reconstruit du lien, de la connexion, de la résonance est une petite brèche dans cette grande logique d'aliénation. Et on termine donc sur cette question, une question qui reste ouverte. Si la dette, l'accélération et les algorithmes tissent ensemble un réseau de contrôle incroyablement sophistiqué, alors la tâche qui nous attend, c'est peut-être de tisser, nous aussi, fil par fil, un autre réseau. Un réseau de liberté, de soins, de connexion. La seule vraie question au fond, c'est par où est-ce qu'on commence ?